Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du Fleu, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. La question qui va nous intéresser aujourd'hui a trait à la correction de certaines voyelles qui posent systématiquement des problèmes à pratiquement tous les étudiants qui apprennent le français comme langue étrangère. Je voudrais auparavant vous indiquer dans quelles conditions j'ai été amené à préparer cette présentation. J'ai dispensé il y a peu de temps de cela une formation à un public de professionnels du français langue étrangère. Il s'agit d'une équipe d'enseignants désireux de se former à la phonétique du FLE. Tous ces enseignants ont une grosse expérience de l'enseignement du FLE à tous les niveaux et ces professeurs qui souhaiteraient véritablement s'améliorer dans la correction de la prononciation, veulent apprendre à être efficaces immédiatement en salle de classe. Il faut que ça marche, il ne s'agit pas de faire un cours axé sur la théorie. L'information que je leur dispense doit être précise, concise, sérieuse. Il est évident que je ne vais pas leur donner de pseudo-recettes censées marcher à tous les coups. Et en tant que formateur, j'ai un principe absolu. Les profs que je forme doivent toujours savoir précisément ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ce qui permet à n'importe quel enseignant d'avoir cours sur les événements, de ne pas être déconcerté pendant ce moment de la correction phonétique qui peut être un moment de grande solitude ou d'inquiétante étrangeté pour certains enseignants. La formation que j'avais dispensée s'était déroulée en visioconférence, en plusieurs fois, avec un emploi du temps assez original, d'une part des séances en plénier, d'autre part des séances en petits groupes, et la séance d'aujourd'hui est une séance en plénier. Entre-temps, les professeurs s'étaient jetés à l'eau, avaient appliqué des pratiques correctives que je leur avais indiquées avec leurs élèves, et la plupart d'entre eux sont assez enthousiastes dans la mesure où ils se rendent compte qu'effectivement, ça marche. Et là, pour ce dernier cours, j'ai 2 heures pour leur apporter d'autres informations immédiatement exploitables en classe de langue. Je décide donc que nous allons travailler sur les voyelles du français. Et 3 sortes de voyelles posent problème. Il y a d'une part les voyelles composées, les voyelles U, E, E, que la plupart des étrangers détestent carrément réaliser. Autre source de difficulté, les voyelles françaises réalisées diphtonguées par certains groupes linguistiques, par exemple les anglo-saxons, et enfin les voyelles nasales, qui sont des voyelles que beaucoup d'élèves considèrent comme étant totalement ignobles. Ici, nous allons traiter des voyelles que l'on appelle parfois composées ou complexes, qui sont les voyelles U, E, E. Pourquoi les appelle-t-on comme ça ? Eh bien parce qu'elles combinent 2 mouvements articulatoires qui sont antagonistes. En effet, lors de l'arrondissement et de la projection des lèvres en avant, ce qu'on appelle la labialisation, la langue reste dans la partie antérieure de la cavité buccale. Or, lorsque labialisation il y a, la langue est censée reculer tout à fait naturellement vers l'arrière de la bouche. Alors, c'est une information qui est d'ordre articulatoire, mais qui pourrait expliquer certaines difficultés. Les élèves, quand ils avancent les lèvres, ont la langue qui recule spontanément dans la bouche. Donc, ça veut dire qu'ils risquent de produire naturellement un OU à la place de U par exemple, ou encore un O à la place de E. Et lorsqu'on regarde donc ces voyelles dites composées, on se rend compte que ces voyelles sont dans une situation un peu particulière. Les voici ces voyelles, elles sont à l'intérieur de l'ellipse, voici la voyelle U, voici la voyelle E, voici la voyelle E, et en prime, je vous ai même indiqué le E instable. Je vous indique que L- indique les voyelles pour lesquelles il n'y a pas de labialisation, ce qu'on appelle les voyelles étirées,
Et L+, indique les voyelles pour lesquelles il y a labialisation, que ce soit les voyelles composées U, E, E, et naturellement les voyelles dites voyelles postérieures. Alors, la question qu'on peut se poser, mais alors dans ces cas, certains apprenants produisent des I, des E ou bien des E à la place de U, E, E. Or, logiquement, prof, d'après ce que vous avez raconté, si la langue recule pendant la labialisation, indiquée, je vous le rappelle, par L+, ces élèves devraient plutôt réaliser des OU, des O ou des O. D'ailleurs, il y a pas mal d'élèves qui commettent ces erreurs quand ils apprennent le français. Mon explication, il y en a quand même une, et cette explication est très simple. Le problème avec les voyelles composées n'est pas un problème articulatoire, c'est d'abord un problème de perception. Si ces voyelles sont mal réalisées, c'est qu'au départ, elles sont mal perçues. Alors, ces voyelles sont perçues comme étant trop claires ou trop sombres par une grande majorité d'élèves étrangers. Clair et sombre, ce sont des termes impressifs qui sont utilisés couramment dans les diagnostics que l'on émet en utilisant la méthode verbotonale d'intégration phonétique. Alors l'explication est simple, et on va partir de deux instruments de musique. Pourquoi le son d'un violoncelle est perçu plus sombre que celui d'un violon? C'est très simple. Voici un violoncelle, voilà un violon. Vous constatez que le violoncelle est beaucoup plus grand qu'un violon. Cela signifie que le volume de la cavité de résonance du violoncelle est bien plus grand que celui du violon. Le son résultant est donc plus sombre, naturellement, alors que le violon a un plus petit volume, et donc le son résultant est naturellement plus clair. Alors, voyons ce qui se passe pour les voyelles, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez les voyelles antérieures, donc les voyelles étirées, pour lesquelles la masse de la langue est à l'avant de la cavité buccale, pour E et E, la masse de la langue est à l'avant de la cavité buccale et l'ouverture est large. Donc, il y a un tout petit volume dans la bouche, puisque c'est la langue qui occupe le volume, et donc, petit volume, le son est clair. Alors que, pour les voyelles dites composées U, E et E, ce qui se produit, c'est que il y a une labialisation, donc les lèvres sont arrondies, projetées en avant, ça veut dire qu'il y a un résonateur supplémentaire, ça veut dire qu'il y a un plus grand volume. Donc même si la langue reste dans la partie antérieure de la bouche, eh bien, il y a un volume, un résonateur supplémentaire qui est ajouté, donc le volume est plus important, le son est naturellement plus sombre. Quant aux voyelles postérieures, c'est-à-dire les voyelles OU, O, O, ce sont des voyelles pour lesquelles la masse de la langue est à l'arrière de la cavité buccale, donc le volume est important, par conséquent, le son résultant est un son qui est nettement assombri par rapport aux autres voyelles. Ces voyelles donc sont perçues comme étant plus claires ou plus sombres, et vous avez ici une représentation acoustique de ces voyelles sur la base de leurs deux premiers formants. Le premier formant qui est en horizontal et le deuxième formant qui est indiqué à la verticale, FE1 et FE2. Les formants, ce sont des bandes de fréquences qui sont rendu avec davantage d'intensité en raison de la forme du volume des résonateurs lors de l'émission de la voyelle, et ce sont les deux premiers formants qui, en quelque sorte, constituent la carte d'identité d'une voyelle d'un point de vue acoustique. Donc, si les apprenants étrangers sont censés percevoir respectivement U, E, E, si jamais ils perçoivent plutôt I et E, cela signifie qu'ils ne sont pas sensibles aux fréquences plus sombres des trois voyelles composées, donc ils perçoivent et
Du coup, ils produisent un timbre qui est un timbre trop clair. À l'inverse, si jamais les élèves perçoivent des voix, au lieu de U, E, A, ils perçoivent plutôt des sons proches de OU, O, O, cela signifie qu'ils perçoivent des fréquences exagérément assombries, donc il va falloir éclaircir le timbre. C'est véritablement un problème de perception. Alors, comment corriger ces voyelles mal perçues et de ce fait mal reproduites? Comme je travaille en utilisant la méthode verbotonale d'intégration phonétique, je rappelle que pour toute correction, je dois préalablement poser le diagnostic de l'erreur. Lorsque j'envisage la correction, je dois donner la priorité aux paramètres prosodiques, le rythme, l'intonation, dans la mesure où n'importe quel son, voyelle et même consonne, est obligatoirement inséré à l'intérieur d'un mouvement intonatif et il subit l'influence de la position qu'il a à l'intérieur de ce mouvement rythmico-intonatif. Enfin, un rappel également, la gestualité est extrêmement facilitante pour produire les sons et naturellement je vais y avoir recours. Voyons le premier cas de figure où U est en fait produit I, ce qui va être le cas de pas mal de groupes linguistiques, notamment par exemple les arabophones. Et l'apprenant, dans ces cas-là, réalise un timbre qui est trop clair. Il va falloir lui proposer des procédures qui visent à assombrir le timbre de manière à le ramener vers l'aire de production de la voyelle U. Pour cela, en verbotonal, je dispose d'une série de procédures correctives de base que je peux utiliser soit l'une ou l'autre, soit je peux cumuler les procédés. Premier procédé, c'est l'intonation. Sachant que pour assombrir un timbre, il faut que la syllabe où se trouve la voyelle cible soit en intonation descendante. Écoutez la différence entre le U en intonation montante et en intonation descendante. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Il est évident que dans le deuxième cas, comment vas-tu ? Le timbre est beaucoup plus sombre que dans comment vas-tu ? Donc je vais utiliser l'intonation descendante. Je placerai également la syllabe en position désaccentuée, dans la mesure où cela va m'aider à gommer certaines fréquences plutôt claires de la voyelle. Écoutez la différence entre comment vas-tu et tu vas bien. Dans le tu vas bien, le U est quand même moins nettement perceptible. La prononciation déformée qui tendrait vers un U est également un procédé intéressant. En effet, l'élève a exagéré dans un sens, il a trop éclairci, l'enseignant exagère en sens inverse, il assombrit de façon exagérée. Plutôt que de prononcer « comment va-tu », le professeur va prononcer quelque chose comme comment va-te, comment va-te, comment va-te. C'est un son bizarre que je fais. Ce n'est pas un U, ce n'est pas un OU. Il est quelque part entre les deux. Mais l'idée est la suivante. L'élève a trop éclairci. Moi, j'assombris de façon exagérée. Et avec un peu de chance, l'élève va taper au milieu. Les entourages facilitants sont à considérer. Les entourages facilitants, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une consonne exerce toujours une influence sur le timbre de la voyelle dans la même syllabe. Et certaines consonnes comme feu, ve, peu, be, me favorisent l'émergence des fréquences plutôt sombres de la voyelle. Donc ce sont des consonnes que j'utiliserai très volontiers lorsque je voudrais assombrir le timbre de la voyelle. Enfin, je rappelle que la gestualité accompagnatrice est extrêmement importante. Si j'utilise une intonation descendante et que je l'accompagne par exemple d'un geste de la main vers le bas, si je me laisse un peu aller en me voûtant par exemple, en baissant la tête, l'élève par mimétisme peut être tenté de répéter le geste, surtout si le prof lui dit « écoute,
élève, tu peux faire le geste si tu veux, bon, je t'oblige pas si tu ne le veux pas, mais il faut se rappeler que l'élève est un imitateur né, comme n'importe quel être humain. Donc l'élève va faire le geste, et à partir de là, cela va l'aider à se mettre en intonation montante, cela va l'aider à produire le son cible attendu. Voyons le cas inverse, nous avons U qui est attendu, et il est produit OU. Nous avons la faute tout à fait inverse, c'est-à-dire que l'apprenant réalise un timbre trop sombre, il va falloir lui proposer des procédures visant à éclaircir le timbre perçu pour le ramener dans la zone de dispersion de U. Et là, nous allons utiliser les procédés inverses, à savoir une intonation montante, comment vas-tu ? Le U est beaucoup plus clairement perçu que dans comment vas-tu ? On va utiliser également la syllabe en position accentuée, comment vas-tu ? Là, j'ai pas de problème, la syllabe est naturellement en position accentuée puisque l'accent du français, l'accent obligatoire, tombe toujours sur la dernière syllabe prononcée du groupe. Donc tout à fait naturellement, je suis en position accentuée et le fait d'être sous l'accent permet de valoriser les fréquences claires de la voyelle. Je peux également utiliser une prononciation déformée qui tend vers le i, quelque chose comme « comment vas-tu » ? « comment vas-tu » ? « comment vas-tu » ? Là, je ne réalise pas u, je ne réalise pas i, je réalise un timbre plus ou moins bizarroïde et intermédiaire, disons, qui tombe dans la zone d'interférence entre u et i, mais c'est toujours le même principe, l'élève a exagérément assombri. Qu'est-ce que je fais ? Moi, j'éclaircis exagérément. Et avec un peu de chance, l'élève va tomber dans l'aire de dispersion de la voyelle U. Les entourages facilitants sont aussi à considérer, mais il s'agit ce coup-ci d'utiliser des consonnes éclaircissantes, c'est-à-dire des consonnes qui vont avoir une influence sur les fréquences claires de la voyelle. Et là, il s'agit des consonnes se, ze, te, de, que j'utiliserai prioritairement pour renforcer les fréquences claires de la voyelle U quand je veux l'éclaircir. Enfin, le geste, il est également important. Je fais un geste, par exemple, de la main vers le haut, je redresse la tête, je me redresse, donc je mets un geste en quelque sorte montant qui accompagne l'intonation. Si l'élève utilise cette motricité, qui est une motricité favorable, cela devrait l'aider à produire le son adéquat. Vous avez ici une fiche résumée qui vous permet de voir un peu l'ensemble des procédés de correction. Quelque chose d'important, les élèves peuvent réagir de façon différente selon les procédés utilisés. Par exemple, l'élève A va être plutôt sensible à l'intonation, l'élève B va être davantage sensible à la prononciation inversée, alors que l'élève C aimera bien, par exemple, les consonnes facilitantes, mais l'élève D va être sensible à l'intonation qui va être utilisée en même temps que la prononciation inversée, et l'élève, je sais pas où j'en suis, l'élève D, qu'est-ce qu'il y a après D ? Il y a E. L'élève E va être sensible au rôle de la gestualité qui va être utilisé en même temps que telle consonne facilitante, voire même la prononciation inversée. Autrement dit, chaque élève a un peu ses propres habitudes, chaque élève va avoir ses procédés préférentiels que le prof doit trouver. Le prof doit les trouver quand il établit la carte d'identité phonétique de chaque élève, et lorsque le prof se rend compte que pour tel son, c'est tel procédé ou tel cumul de procédés qui fonctionne, eh bien, l'enseignant l'utilise. Ça lui permet en quelque sorte d'avoir une sorte d'optimale corrective qui est appliquée à chaque élève et bien sûr son par son. La correction phonétique, c'est quand même quelque chose de très individualisé en raison du système d'erreurs propre à chaque élève et en raison de l'aptitude de l'élève à être plutôt sensible à tel procédé plutôt qu'à un autre.
En ce qui concerne les voyelles nasales, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. J'ai déjà traité le sujet dans le blog, il y a tout un article consacré aux nasales. Il y a également une vidéo qui est consacrée à la correction des voyelles nasales. Si vous allez sur le blog Au son du fleu, il vous suffira de cliquer sur les deux boutons qui sont à droite et à gauche de ma petite souris rouge et vous aurez directement accès aux sources indiquées. Et pour ce qui est des voyelles diphtonguées, je ne vais pas les traiter dans cette vidéo, j'y consacrerai très prochainement une autre présentation, dans la mesure où cette vidéo quand même commence à devenir un peu longue. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, nous arrivons au terme de cette présentation. Si vous ne connaissez pas le blog, si vous voulez y accéder, scannez simplement le QR code qui s'affiche à l'écran et vous y accéderez directement. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.